On commence avec la désinformation qui malheureusement existe beaucoup, principalement dans les médias mainstream, mais visiblement, il y a, comme avec les chasseurs, tu vois, il y a la bonne désinformation et il y a la mauvaise désinformation. Okay? Donc, on ne va même pas regarder la vidéo. Vous avez compris que ces derniers temps, il y a cette idée de les réseaux sociaux, c'est pas bien parce qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont pas bien. Et voilà, donc le gouvernement veut imposer aux réseaux sociaux la suppression des contenus qui sont faux et poursuivre ceux qui propagent ces contenus. Donc, ça veut dire, là, cette fois, ils veulent faire ce qu'ils avaient fait avant, mais avec une possibilité de poursuite derrière. Et bien sûr, cette histoire de Brigitte, là, Trognon, je sais pas quoi, c'est le prétexte qui est utilisé, qui est en train de créer jurisprudence pour que cette porte s'ouvre. Mais après, tout doucement, je veux dire, au moins ils avaient la décence de mettre ça sur le compte de la science là en 2020-2021. Je veux dire, si jamais tu avais la science qui disait la vérité, donc tu avais un référent extérieur au gouvernement. Maintenant, c'est juste le gouvernement qui se pose en arbitre de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Donc là, ce que je veux dire, c'est que ils en ont vraiment plus rien à foutre en fait. Ouais, en fait, ils en ont plus rien à foutre, ils n'ont plus rien à perdre. Ça va ensemble, hein, parfois. Hein. À mon avis, c'est les deux. Oui, alors dans voilà, tout à fait. Parce que moi, ce que je suis en train de voir, c'est des efforts désespérés, parce que tu peux pas faire ça et attendre à ce que ça se voit pas. Vous allez comprendre pourquoi, c'est tellement évident. Tout d'abord, ce genre de choses avait commencé avant. Ok, on entendait ce genre de déclaration. Effectivement, sur la modération, donc de la même façon, donc en on 2023 a priori. Communautaire, donc comme je le disais au départ, autour de 3 piliers, donc la vie privée, la sécurité et l'authenticité, qui sont donc effectivement publics et accessibles à tous. On rend également public la façon dont on applique ces règles, c'est-à-dire les différentes sanctions qu'on peut appliquer en fonction des différents types d'infractions. La façon dont elles sont élaborées, en fait, c'est que c'est des règles en fait qu'on a progressivement consolidées, voilà, en fonction des violations qu'on observait sur la plateforme, mais qu'on fait aussi évoluer effectivement en fonction des usages. Ça, c'est la dame de X-France. Hein. Donc, il te dit qu'ils ont vu la désinformation, etc. et puis ils s'en occupent et ils essayent de faire, etc. Qu'ils ont vu le problème et tout. Mais aussi en fonction de ce qu'on peut observer sur la plateforme, en fonction des usages, par exemple, ce qu'on va beaucoup remarquer en ce moment, c'est qu'en fait, certains utilisateurs malveillants vont utiliser un mot de manière détournée avec en fait une intention qui est véritablement de nuire. Et donc en fait ces différents types d'usages, nous on va les prendre en compte, notamment grâce au travail qu'on va faire avec différents partenaires associatifs. On n'a pas encore parlé des signaleurs de confiance, mais ça fait partie d'une des manières dont on travaille avec eux pour en fait intégrer en fait ces différents types d'usages ou de pratiques. Effectivement, et je pense que c'est à la lumière de ce que disait Antoine. En gros, parce qu'elle parle un peu chinois. Un truc signaleur de confiance, et là ils nous ont recyclé les fact-checkers là parce que le mot il pouvait plus servir. Donc maintenant c'est signaleur de confiance le nouveau terme qui est approprié pour ça. Et en gros, c'est ce qu'elle te dit en fait, c'est que maintenant, ce qu'ils font sur X-France, c'est qu'ils prennent des mots et ils se concentrent sur des mots et ils peuvent faire des choses avec ça pour masquer ceux qui publient des posts malveillants. Ok, c'est ce qu'elle te dit, elle, qui est de X-France. Maintenant, tu as le mec de YouTube France. Et puis encore une fois, dans un second temps. Donc, c'était 2025 tout à l'heure, 2025 maintenant. Un truc de 2023, c'est plus tard, j'ai mélangé, pardon. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles. Donc, ce qu'il t'explique là, c'est que maintenant, il y a un problème parce que la loi française et le règlement YouTube, Google, okay, ils ne fonctionnent plus trop bien ensemble. Parce que nous, on est de retour sur YouTube. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que la parole s'est libérée sur YouTube d'un point de vue légal. Et donc maintenant, il t'explique que parfois la France nous demande de censurer les trucs, mais que le règlement de communauté de YouTube ne nous permet pas. Ok ? Donc ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et donc, il te dit qu'est-ce qu'on fait quand une publication ne franchit aucune règle, enfin ne casse aucune règle.
Mais qu'ils ne veulent pas, sa phrase elle est géniale, mais que nous ne souhaitons pas voir, comment il a dit ça, que nous ne souhaitons pas voir partager ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, propager. Là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, et ça, c'est le shadow ban. Dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les... Ils font le shadow ban de façon transparente, ce qui est techniquement impossible. Le service numérique nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre et on n'hésite pas à le faire. Et ta mère. Donc, voilà, c'est ouvertement dit, c'est-à-dire qu'actuellement, ni la loi, ni les règlements de Google, YouTube et toutes les plateformes qui sont dessous, et même de Twitter, les réseaux sociaux en général, ne peuvent plus bloquer les informations qui se propagent. Et donc, maintenant, ils sont au stade où les gouvernementaux et les représentants de ces entreprises en France sont en train d'essayer de trouver des magouilles pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de censure sans être dans l'illégalité. Donc déjà, ça veut dire qu'ils ont une pression qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont une pression énorme qu'ils n'avaient pas avant, oui. Tu as dit un truc intéressant en associant donc justement les agents du gouvernement qui se mêlent de censure et les plateformes, parce que la meuf, là, comment elle s'appelle, la Dillet, Claire, c'est son prénom, Claire Dillet, si je ne m'abuse, je lui ai vite fait passer... Châteauneuf. Deal de l'information. Elle c'est une ancienne de chez Renaissance, me semble-t-il. Je crois qu'elle a eu directement son passage depuis La République en Marche ou Renaissance, ou je ne sais pas ce que c'est le nom du parti. Oui, c'est ça. Du gouvernement. Elle vient du... Ouais. Et donc voilà, porte tournante, tu mets tes copains que tu veux faire, que tu veux promouvoir, tu les mets à la tête de X France pour justement avoir une influence sur le narratif que tu veux ou que tu ne veux pas voir. Ouais, mais attends, parce que ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Parce que regarde, oui, pardon Nico, vas-y, dis parce qu'on passe. C'est ultra pervers parce que avant c'est illégal, c'est interdit, c'est contre le règlement, c'est interdit. Maintenant, ça nous plaît pas. Personne ne verra ce que vous dites. Voilà. C'est légal, mais ça ne nous plaît pas, alors on le bloque quand même. Donc nous, on a récupéré notre chaîne YouTube. Non, mais c'est là où tu le vois. On a récupéré notre chaîne YouTube avec littéralement 14 fois plus d'abonnés. 14 fois. On est passé de 6 000 à 85 000. On a moins de vues dans cette chaîne-là que ce qu'on avait dans la chaîne précédente qui était chez une chaîne lambda de quelqu'un. Alors qu'il y a 14 fois plus de... Ouais, non. Quand même, tu vois, quand même. C'est vrai que maintenant que tu me le fais penser, je n'ai jamais vu sur mon YouTube à moi aucune recommandation des vidéos qu'on fait. Ni les lives, alors qu'avant, effectivement, avant le bannissement, c'était quelque chose qui était quand même assez courant. Là, plus du tout, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous dis, quand on avait récupéré le compte, j'avais dit... tranquille par contre, parce que ça ne veut rien dire. On a récupéré 86 000 abonnés, ça ne veut rien dire. Avec Internet aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Alors, ok, il y a un problème de désinformation, mais elle vient d'où, cette désinformation? Parce que là, on a eu le directeur général de la BBC, Tim Davie, et le PDG de BBC News, Deborah Turness, qui ont été contraints de démissionner après... Alors, ils ont propagé beaucoup de désinformation, on va dire. Voilà. Ont été contraints de démissionner après que le Télégraphe les a accusés d'avoir manipulé le discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier afin de le faire passer pour un incitateur de la foule. Et on avait couvert ça en temps réel à l'époque. Et on disait non, Trump, il est en train d'appeler au calme, en fait. Il est en train de... Il avait dit, levez le pied, tout va bien, voilà, rentrez en paix. OK ? Et la BBC avait découpé ça d'une façon qui donnait l'impression que c'est Trump qui a poussé les gens. Et c'est la première fois qu'on voit des directeurs de chaîne carrément de tomber, en fait. C'est le directeur général qui est tombé et le CEO. Tous les deux, ils sont tombés. Et ils sont tombés parce que là, c'est une déformation avec des répercussions politiques. En plus, avec de l'ingérence dans la politique américaine. C'est-à-dire qu'ils ont quand même contribué à une tentative d'impeachment contre Trump. C'est le qui a suivi le 6 janvier. C'est ça. Et donc, il y a des répercussions. Ça passe plus juste comme ça maintenant, vous voyez.
On peut peut-être le voir avec un angle un tout petit peu différent. C'est que cette histoire de 6 janvier, il y a un certain nombre d'indices et de déclarations qui sont faites à gauche à droite par des gens comme John Salomon, par exemple, pour ne citer que lui, qui semble dire que cette histoire, à un moment donné, il est possible que la vérité soit faite, la lumière soit faite sur les événements du 6 janvier dans un avenir proche. Alors bon, vous savez ce qu'on fait avec les dates, on s'en méfie lourdement. Le truc, c'est que lorsque cette lumière sera faite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une coordination massive qui a impliqué le FBI, les journalistes d'un peu partout dans le monde, finalement, le Congrès américain sous l'administration Biden, etc., pour accuser des gens qui avaient rien fait. C'était un coup monté, le 6 janvier, on a toutes les preuves, on a tous les tickets de caisse, on a tous les reçus, on vous avez fait une pilule rouge en 2021 qui vous expliquait tout ça. Les gens, en plus, qui ont été arrêtés, ont été traités, mais dans des conditions absolument affreuses. Il y en a plusieurs qui se sont suicidés suite aux tortures qui ont été faites, alors qu'ils étaient carrément emprisonnés sans avoir eu, pour certains d'entre eux, ni de procès, ni quoi que ce soit. Et lorsqu'on va se rendre compte que tout ceci, c'était du vent, que tout a été truqué, que toutes les preuves qui consistaient qui tendent à montrer que finalement Trump a tout fait pour éviter toute forme de problème le 6 janvier et que finalement il s'est pas passé grand chose de grave le 6 janvier, ça peut être un scandale d'une grosse ampleur sur toute la politique américaine, et comme le monde entier a couvert ça, ils sont impliqués par tout ça. Donc une grande chaîne comme BBC, si jamais ils ont peut-être des tuyaux, des pistes comme quoi la vérité va être faite d'ici quelques semaines, peut-être, encore une fois, c'est une hypothèse. Là, ils font sauter tous les fusibles qui sont responsables de tout ça avant que la vérité soit faite. Et du coup, ils peuvent dire c'est grave ce qui a été fait. Nous, d'ailleurs, on a pris les mesures on a viré les gens qui ont fait ça. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui soit en train de se passer. Nous verrons bien. Trump, il prend d'ailleurs une mesure justement contre ça, contre le fait que juste les fusibles sautent. C'est-à-dire qu'il intente une plainte en demandant des dédommagements à $1 milliard contre la BBC, justement dans cette histoire-là. Et s'il porte plainte, ça veut dire qu'il y aura arbitrage et il y aura soit une jurisprudence, et cette jurisprudence, il pourra ouvrir la porte sur énormément d'autres manipulations qui ont été faites, soit contre Trump, soit contre d'autres, par les médias. Ouais, mais après, il faut se méfier du concept de jurisprudence dans ce contexte-là, parce que là, c'est un truc entre l'Angleterre et les États-Unis. Comment ça s'applique une jurisprudence avec un média d'un autre pays? Donc là, il y a une espèce de marasme légal dans lequel je ne veux pas mettre les pieds. C'est là où ça va être intéressant. Et justement, c'est là où va être intéressant, parce qu'on dirait qu'il y a une rupture totale des communications, des services de renseignement et tout ça. On va le voir un peu plus tard avec l'UE qui construit son propre réseau d'espionnage, tu vois. Et là, dans ce cas précis, il y a une coupure. Vous savez, on avait parlé avec Framework Disarm, avec le GTI, avec le CTIL, le Twitter Files et tout, de toute cette structure, cette structure qui avait ses racines aux États-Unis. Et qui contrôlait de loin toute la désinformation, l'organisait, etc., avec le Framework Disarm comme protocole, on va dire, de travail. Il semblerait que la section États-Unis est en train de couper tous les liens, en fait, tous les fils qui les connectaient à ça, parce qu'entre Antifa, qui sont désignés terroristes, et donc du coup, ce qui va sur Soros, et du coup, ce qui va dans tous les Open Society Initiative de je sais pas quoi, il y a plein d'ONG qui sont en train d'être attaquées en même temps. Et toutes ces ONG, c'était des passerelles pour faire passer l'argent américain pour la propagande en Europe ou ailleurs. Et ces choses-là, elles sont en train d'être tombées à vitesse réelle. On les voit tomber en morceaux tous les jours. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que là, on apprend que la BBC et le USAID se connaissaient très bien. Donc on a Mike Benz, qui était un des meilleurs dans le sujet CTIL, Twitter Files et tout ça, qui dit l'USAID est le plus grand donateur de BBC Media Action après le gouvernement britannique lui-même. Donc USAID, qui sont des fonds publics des États-Unis. Après le gouvernement britannique. Donc il y a le gouvernement britannique et les États-Unis juste en dessous. BBC Media Action est l'énorme réserve d'argent gratuit de la BBC qui sert à payer des centaines d'autres médias pour qu'ils produisent des contenus médiocres et amplifient les informations qui vont dans le sens de la BBC. Chambre d'écho. Framework Disarm aussi. Chambre d'écho.
Donc, Se poser on la apprend. question quand même du sens d'une institution américaine qui vient de financer une chaîne publique française, quoi. Mais c'est, Je veux dire, c'est demain, tout ce qu'on si avait. jamais on apprenait qu'il y avait France 2 qui était financé par le Kremlin, ça te ferait, mais genre, les gros titres de tous les journaux et les choses comme ça. Là, c'est exactement pareil avec la puissance d'en face, quoi. Donc, c'est quand même extrêmement préoccupant. Parce que c'est des gens qui... Ah bah oui, c'est ça, oui. Si vous allez sur notre site, ok, hop, et comment ça s'appelle? Ça s'appelle Complexe industriel de la censure. Et vous tapez ça, ok, il va vous sortir tous les sujets qu'on avait fait. Et là-dedans, c'est la caverne d'Ali Baba en termes d'informations sur tous ces sujets-là. Il y a vraiment tous les liens qui sont faits. Lui et lui, ces trois-là, si vous regardez ces trois-là, vous avez tout compris par rapport à toute cette structure internationale. Là, ce sont des exemples avec Viginum et un scandale qui était un faux scandale. Mais on a vraiment, vraiment beaucoup de choses sur le site. Alors, voilà. Vous pouvez, et d'ailleurs, Rudit a mentionné tout à l'heure ce qu'on avait fait pour le 6 janvier. Si vous allez ici, dans l'article, et vous allez dans Pilule rouge, c'est pareil. C'est une caverne d'Ali Baba en termes d'autres informations liées à tout ce qui se passe. Il y a toute la dévolution, il y a le 6 janvier, il y a plein de sujets super intéressants. Vous avez 4 pages. N'hésitez pas à y aller, c'est super intéressant, vraiment, ça complète tout ça. Donc, donc l'USAID a versé plus de 17 millions de dollars provenant des contribuables au fonds secret de la BBC. Okay, donc l'argent public est parti à la BBC pour des magouilles au niveau de l'information. Et le tout en collaboration avec le département d'État américain. Département d'État américain à garder en tête. Et ce n'est que le montant des subventions que j'ai trouvé sur USA Spending, qui est le site officiel des dépenses de l'État américain. Donc il y a d'autres financements beaucoup plus obscurs. Et si on creuse un peu plus loin, le scandale BBC USAID est directement lié à un partenaire majeur de la Soros Democracy Alliance, Pierre Omidyar, du Democracy Fund et de Luminate. Ce programme, IFPIM, donc c'est International Fund pour International Media, je ne sais pas, c'est un truc comme ça, on va le lire ici. Donc, ce programme IFPIM a également été utilisé par Biden pour s'en prendre au Big Tech pour désinformation. Et Luminate est également impliqué dans l'antipopulisme et les changements de narratif. Que s'est-il passé dans cette vidéo de Trump de la BBC? Un changement de narratif. Donc, ils ont l'argent pour ça, ils disent on combat ça, mais en fait, ils font ça. La BBC Media s'est associée à Luminate de Pierre Omidyar pour effectuer le travail de censure de Biden par le biais d'un programme appelé, c'est ça, International Fund for Public Interest Media, donc le IFPIM. L'USAID a versé des dizaines de millions de dollars à l'IFPIM et Luminate utilise également le changement de narratif pour renforcer son pouvoir et pour la justice sociale et il est également antipopuliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement américain a pris des fonds de USAID, le gouvernement Biden, à travers cette institution IFPIM, ils sont allés et ils ont financé la BBC avec l'argent de USAID. Et la BBC, de son côté, elle servait le narratif commandé par les États-Unis. Donc, bref, le reste, c'est pas important si vous voulez, parce que c'est comment l'administration américaine se mélange dans tout ça et où se passent tous ces accords ont eu lieu dans un truc qui s'appelle Conception du sommet mondial, OGP, Open Government Partnership. Tous ces accords, ils ont été discutés, ils ont été pris donc dans un truc organisé par un truc de Open Government. Vous savez, encore les trucs de globalistes et tout ça, ok, à la Soros et tout ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a, parce que là on parle de la BBC, mais je veux dire ça s'applique. Non, justement, j'allais venir. Attends, j'allais venir. Vas-y. Donc, nous avons ici le gouvernement américain qui utilise des ONG et des fonds de l'État américain pour combattre la désinformation. Ces fonds-là finissent dans des journaux comme la BBC. La BBC se trouve ensuite impliquée à une histoire de modification de narratif avec des répercussions politiques. Ces répercussions politiques étaient bénéfiques pour l'administration qui envoyait l'argent au départ. Simple. Mais ce genre de choses, on les a en France aussi. Vous avez entendu cette histoire de France Info,
Ok? Parce qu'on parle de la désinformation en France, justement. Si on a dû faire vas-y, ce pour tour. ceux qui l'ont pas entendu de l'histoire de France Info, en plus elle est rigolote. Alors, regardez cette charte. Ok? Thierry, si tu veux, merci beaucoup. 6,5% et 12%. Ils sont à la même hauteur. Et 19%. 19%, c'est juste à côté. T'as 2 fois Si- 5,5% et ils sont pas du tout à la même hauteur. Voilà. Et les 6% qui est 5,5 aussi. 5,5 qui est plus que 6% 6. ici, 5. Donc, ça veut dire la personne qui regarde les chiffres, ok, elle comprend ce qui se passe. La personne qui regarde le graphique, elle a l'impression que c'est pas du tout le même ordre. Donc, ça, c'est de la désinformation vraiment trop, en fait. Trop. Ça, c'est un peu trop. Dans le sens où c'est trop visible aussi. Du coup, les gens se sont plaints. France Info qui se retire et qui dit « Ah, excusez-nous, on a fait de la merde ». Et du coup, ils présentent du graphique. leurs excuses. Je ne vais pas le laisser parce qu'ils vont nous censurer à cause de ce passage. Et puis, ils publient un autre. OK ? Ils disent « Pardon, l'ancien, il n'était pas bon, mais le nouveau, il est bon. » 6% Avec et 5,5 là. Donc 6%, c'est plus petit que 5,5. What the fuck? Non, mais 4% aussi, c'est plus grand que 6%. Ouais. Je pense qu'en fait, ils ont tellement pas de thunes qu'ils font ça avec les IA, parce que c'est les IA qui merdent ce genre de graphique souvent, qui te sortent des trucs bizarroïdes comme ça. Donc je pense que là le désespoir, il est à des niveaux, voilà. Donc, pourquoi je parle de France Info? Parce que France Info fait partie du groupe Radio France. Radio France fait partie du GTI. Et le GTI, il est en lien clair et direct avec le IFPIM. Parce que l'IFPIM propose des subventions qui couvrent les coûts liés à la certification GTI pour des médias indépendants. En gros, c'est comme ça qu'ils arrivent à acheter les petits médias pour leur faire dire des trucs. C'est l'intermédiaire. OK? Donc, et on avait parlé de tout ça en détail dans les vidéos qu'on avait fait sur ce sujet. Okay. N'hésitez pas à les regarder, il y a beaucoup d'informations, on ne va pas se répéter. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle ou qui doutent de ce qu'on dit, la véracité des propos, allez vérifier dans ces articles-là. On a apporté tous les éléments, les documents, tout est documenté. Voilà, alors, on arrive à Macron et à cet effort de censure. Question légitime. Quand Macron et les autres disent qu'il faut combattre la désinformation, est-ce qu'ils prennent en compte ce genre de choses, comme on vient de voir? Cette intervention étrangère avec des fonds chelous qui poussent vers telle ou telle direction, etc. Est-ce qu'on parle de cette désinformation-là? Le fait qu'il existe des opérations de propagande américaine bien documentées, est-ce qu'on en parle de ça? Dans la série Révélation 8 et 9, on vous a donné tout le cadre légal qui permet aux États-Unis de faire des opérations à l'étranger avec la couverture du département d'État américain. Le même qui était derrière toute cette histoire de IFPIM, BBC, machin, tout ça. Donc, oui, moi je veux bien, si vous voulez qu'on parle de désinformation, on parle de désinformation. Allons-y. De celle-ci. Parce que, pourquoi? Parce que là, ils nous ont fait un coup vraiment incompréhensible. Donc, ça, c'est les captures d'écran de ce qui apparaissait toute la semaine chez nous, sur le dernier live. Reptilien, le reptilien également appelé reptile humanoïde et quand tu cliquais dessus, ça te sortait thèse complotiste et machin et trucs, etc. Il y avait ça qui était affiché sur notre site, sur la vidéo partagée. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Alors, il se trouve qu'on mentionne une fois le truc reptilien, mais de façon sarcastique. Ouais, tu vois, quand tu nous fais ton truc sur les reptiliens de la... Ah merde, je l'ai dit, et du coup, maintenant tu l'avais déjà dit. La Lune creuse. On l'avait déjà dit, les reptiliens de la Lune creuse, ouais. J'ai dit ça, et donc il y a quelqu'un qui est allé cliquer là-dessus et ajouter ces mots. Je me suis dit, mais comment il a fait ça? Comment quelqu'un peut venir ajouter comme ça des remarques sur ma vidéo, sur nos vidéos à nous? How dare he? Wow! Et donc, du coup, j'ai été chercher un peu plus loin. Et apparemment, le petit panneau qui parlait des reptiliens, là, c'est ce qu'ils appellent le panneau d'information contextuelle sur des sujets. Ces panneaux contiennent des informations contextuelles sur ces sujets fournies par des partenaires tiers indépendants.
Ça, c'est important. Il propose des liens vers les sites de ses partenaires pour que vous puissiez vous documenter davantage. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de comment le gouvernement... Non. Comment le gouvernement, il discute avec X et Google pour trouver des magouilles, pour supprimer... C'est ce qu'elle a dit, on utilise quand il y a des mots qui nous plaisent pas, je sais plus comment elle avait formulé ça, mais elle avait dit, maintenant, c'est ça. Des mots. Donc voilà. Et donc on fait un jeu, les gars, on essaie d'en placer un certain nombre pour voir qu'est-ce qu'ils nous mettent sur l'affiche en septembre. MK Ultra. Ok. Vas-y, j'enlève 2-3. Hein. Le revers de la Terre plate. Voilà. Ouais. L'arche des alliances, moi je dirais. Alors, oui, non, mais c'est intéressant à faire, comme ça on rigole à chaque fois. Et puis à la fin, je ferai des vignettes où toutes les vignettes diront on ne parle pas de reptiliens, de machin, de trucs.